Donc, remarque, supposons résolu je pars de MFG réduit, mais on pourrait partir aussi du problème de contrôle optimal. Vous allez comprendre le jeu. Hein. On va faire une correction. Supposons, donc on connaît UM. Puis-je construire un problème de contrôle optimal dont le minimum est M? Alors évidemment, je peux dire je minimise la distance à M. Ça, c'est un problème de contrôle optimal. Donc vous voyez pourquoi il faut se méfier mais relativement proche de ceci. Alors une manière de dire ça, c'est la chose assez simple qui consiste à dire eh bien, vous introduisez un coût f de x et de t supplémentaire qui va être hm. De quoi? De x, de m et de gradient u. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir résolu ceci. Et dans le problème de contrôle optimal, et dans C, vous ajoutez l'intégrale de f fois m. Alors attention, donc supposé résolu, et ça je vais les appeler, je ne sais pas moi, u chapeau, m chapeau. Donc vous écrivez un f qui est un h m x m chapeau, gradient u chapeau. Donc ça vous fixe une fonction de x et de t, et vous rajoutez un terme linéaire, intégrale double de fm, dans le problème de contrôle optimal qui est en haut. Si vous faites ceci, ce que vous allez récupérer maintenant comme équation, a priori, c'est l'équation avec f ici. Et donc, vous voyez que votre couple MU de départ, il vérifie aussi, c'est aussi une solution des équations de L'Euler-Lagrange. Voilà comment on peut absorber ce terme-là. Bon, je m'exprime mal, mais je crois que c'est pas vraiment ça, mais ça devient f. Et donc, on a le égal à 0. Et donc, modulo le fait que... donc, on aura bien l'équivalence dans les cas avec unicité. Si unicité... Enfin, l'équivalence, une fois qu'on a résolu MFG réduit. Donc, je ne suis pas très clair là. Je ne suis même pas clair du tout. Donc, si je suppose résolu MFG réduit, j'ai une manière, dans les cas où il y a unicité, j'ai une manière de réécrire un problème de contrôle optimal pour que le problème de contrôle optimal modifié coïncide et comme solution la solution de MFG réduit. Et ça, c'est une interprétation que vous pouvez penser comme effectivement des taxes. Donc, si vous connaissez la dynamique des n-joueurs, vous pouvez trouver un système de taxes qui fasse que le planificateur, s'il impose ces taxes, va être cohérent avec les dynamiques, et réciproquement d'ailleurs. Hein. Alors, bon. Mais vous voyez bien que c'est un jeu un peu... C'est un jeu qui mathématiquement, même si économiquement ça répond à la question qu'on me posait, mathématiquement ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Parce qu'il faut supposer, on suppose avoir déjà résolu le problème. Donc bon, si on a résolu le problème, qu'on ait une autre interprétation, ça ne sert à rien. Bien. Alors ces liens avec le contrôle optimal, c'est d'une part décevant, parce qu'on aurait aimé que cela soit vrai pour des Hamiltoniens beaucoup plus généraux, alors que c'est presque jamais le cas, sauf dans le cas à variables séparées. Mais en même temps, bon, il vaut mieux le savoir. Hein. Et donc, ça quand même, il y a d'autres répercussions, parce que, effectivement, une interprétation variationnelle, c'est quand même assez sympa pour la résolution numérique. Hein. C'est un problème de contrôle optimal, et d'ailleurs, une des approches, l'approche qui a été développée à Dauphine par... c'est Aimé, son prénom. Et quel est son nom? De la Chapelle?
La Chapelle. Hein. Il n'y a pas de 2 d'ailleurs. Hein. Mais entre Aimé et La Chapelle, on a envie de mettre un 2. Bon, alors donc, c'est effectivement de mettre, c'est effectivement d'aborder la résolution de ces équations. Enfin, une des choses qu'il a développées, hein, c'est pas la seule, c'est d'aborder ça en résolvant le problème de contrôle optimal. Bon, là, on voit quand même que ça a ses limites en termes d'applicabilité au MFG réduit si on fait stricto sensu du contrôle optimal. Bon. Mais une fois qu'on voit ça, on se dit, OK, ça c'était bêta égale à 0. Même dans le cas où ça marche, à variable séparée, si je reviens ici et que je rajoute un bruit commun et que j'ai ce bêta-là, ben, je ne sais pas quoi faire puisque je n'ai pas des équations de dimension finie. En même temps, intuitivement, on a envie de dire qu'il y a quand même des cas où ça doit marcher en remplaçant, hein, ici on avait un alpha et on contrôlait cette équation de Fokker-Planck, mais en remplaçant cette équation aux dérivées partielles par une équation aux dérivées partielles stochastique dans laquelle on va avoir notre brownien commun qui est en train de bouger l'équation de Fokker-Planck. Bon, mais comment je vais faire ça? Parce que si je commence à écrire une équation différentielle, une équation aux dérivées partielles stochastique, que j'écris le problème de contrôle optimal stochastique, et que j'essaie d'écrire les équations de L'Euler-Lagrange, les histoires d'état adjoint avec les browniens, les décompositions de martingale, on est encore là en prochain. Hein. Avant d'avoir compris, parce que déjà, comprendre par les techniques probabilistes ce qui se passe en contrôle optimal d'équations différentielles stochastiques au niveau des équations de L'Euler-Lagrange, c'est des choses qui ont été résolues il y a quelques années, il fallait pratiquement du calcul de Maillard pour faire ça. Enfin, c'est des décompositions à la Haussmann de martingale, c'est déjà un peu compliqué. Mais si en plus vous mettez des EDP, là, c'est à se flinguer. Hein. Bon. En même temps, on se dit ça devrait marcher. Comment on va vérifier qu'il y a un rapport? Et puis en plus, c'est un peu compliqué parce que les équations de L'Euler-Lagrange, ça va être sur des sortes de systèmes stochastiques qui ressemblent à du MFG réduit, backward, forward, avec du backward qui sont des intégrations de martingale à la Maillard. Alors que ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'équation en dimension infinie. Donc on ne voit même pas quelle est la stratégie, quelle stratégie peut nous permettre d'aborder les liens entre contrôle optimal et cette équation lorsque bêta est strictement positif. À moins que on repense à ce que l'on vient de voir, y compris dans le cas à variables séparées, mais qu'on le repense en termes d'équation en dimension infinie. Donc voilà le point suivant. Si on veut avoir un espoir de comprendre les choses de manière raisonnable, même si l'aspect conditions nécessaires et suffisantes, ça peut être intéressant, y compris pour des aspects numériques. Lorsqu'on a une interprétation en contrôle optimal, c'est-à-dire à variables séparées. Mais enfin, bon, les écrire, pour l'instant, j'ai vraiment pas eu le courage. Hein. Donc le troisième point, c'est OK, mais interprétation, donc variables séparées, contrôle optimal et dimension infinie. Je suis dans le cas variable séparée, c'est pour ça que je mets 2 points, et le sous-titre, c'est contrôle optimal et dimension infinie. Donc, je vous réécris les MFG réduites que l'on a en tête. C'est un H qui est un H de X et de gradient U, moins un opérateur F de M. C'est un opérateur F, hein, maintenant. Et ce petit f est la dérivée par rapport à m d'un certain grand F. C'est un opérateur potentiel. Les équations que l'on a.
Et enfin, ici, bon, ça semble être un moins h, oui. Et moins h, plus f égale à 0. Donc ça, c'est le système que j'aimerais résoudre. Bien, donc ça j'ai réécrit le système que je voudrais résoudre, qui est équivalent modulo l'intégration par le nom des caractéristiques à ce système-là pour ce choix-là de h. J'ai une interprétation de contrôle optimal avec une équivalence lorsque f est un opérateur monotone, c'est-à-dire lorsque grand F est convexe. Et ce problème de contrôle optimal, donc écrivons-le encore une fois. Simplement, au lieu de le faire démarrer en 0, je vais le faire démarrer en petit t. Pourquoi pas? Ici, je vais toujours mettre un m de Lx alpha, fonction convexe conjuguée, plus grand F de m, moins l'intégrale de u bar m de grand T, en résolvant dm sur dt, moins nu laplacien m, plus divergence de alpha m égale à 0, m en t égale m0. Donc ça, ce sont mes contraintes. Si vous voulez, vous minimisez ceci par rapport à tous les m, vérifiant cela. Bon. Donc pour petit t égale à 0, on a vu que ça permettait de résoudre lorsque f, enfin en tout cas que c'était équivalent, lorsqu'on a des solutions régulières, que c'était équivalent lorsque grand F était convexe, que les deux problèmes étaient équivalents. Bon. Y a-t-il quelque chose derrière ça qui contienne cette équation, mais maintenant vue en dimension infinie? Il est donc tentant de regarder cet objet-là et de dire, attendez, cet objet-là, je l'appelle grand phi de m0 et de t. J'ai maintenant une fonction sur l'espace des probas et du temps. Et je sais que si je résous M0 par M0, les deux problèmes sont équivalents. Est-ce que globalement, je peux passer du phi qui est là au u qui est là, sans faire l'intégration le long des caractéristiques? Alors, la première chose qu'il y a à écrire, c'est qu'est-ce que ça vérifie, phi en dimension infinie? Eh bien, pour ça, vous observez que lorsque vous faites du contrôle optimal, vous avez une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée à phi. C'est un problème de contrôle optimal, donc formellement, phi vérifie l'équation de HJB suivante. Qui va être dφ sur dt. Oh mon Dieu. Alors. Plus l'infimum. J'essaie d'écrire les bons signes, hein. J'ai tellement pas l'habitude de ces signes-là. Alors, dφ sur dt, hein. Si j'écris le principe de la dynamique, je suis en train de refaire. La seule manière, c'est de faire la démonstration de m L de alpha. D'accord. Plus gradient phi, c'est-à-dire dφ sur dm
On va écrire les choses comme ça en termes de dérivée directionnelle. Défi sur dm fois m point, c'est-à-dire nu laplacien m moins divergence de alpha m. Plus f de m égale à 0. Alors c'est une équation monstrueuse, hein, puisqu'il s'agit d'une équation dans laquelle je dois faire cette minimisation en alpha. Donc je vais maintenant la réécrire ici. Défi sur dt. Je vais sortir le terme en défi sur dm nu laplacien m. Parce qu'il n'y a pas de alpha dedans. Je vais écrire maintenant l'inf qui est ici, et j'ai un moins ici, je vais l'écrire avec un sup, plus un sup et un signe moins sup sur alpha, de défi sur dm alpha m, et il y a une divergence, pardonnez-moi. Oui. Et j'ai moins m L de alpha. Et tout ceci est égal, plus f de m égale à 0. Alors, donc, j'encadre ceci, et là, il va falloir qu'on s'y habitue aux choses, parce que donc, ça, c'est formellement l'équation provenant du contrôle optimal en dimension infinie, associée, donc là, on s'aperçoit que j'ai quand même plein de signes, ils sont complètement fous, là. Hein. Donc ici, c'est un plus, là, c'est un signe moins. Voilà, donc j'imagine que après, les termes sont bons et les autres sont bons. Donc, je le vois parce que, à cause des signes qui sont là. En admettant que cela soit correct, hein, ce qui n'est pas gagné. Mais là, je pense que ceux-là, ils sont corrects parce que j'ai refait vraiment là. Alors, ce que je vais finir, et puis je m'arrêterai parce que là, sinon, après, vous allez vraiment fatiguer. Ce que je vais faire, c'est vous donner un petit exemple de à quoi on est en train de jouer. Mais auparavant, je vais vous expliquer la relation oralement. Et puis après, on va le faire tout doucement, parce que c'est compliqué. Donc le principe, c'est que non seulement, en tout cas dans le cas à variables séparées, non seulement il y a la possibilité de résoudre les systèmes de MFG réduits en faisant du contrôle optimal, mais si maintenant je monte tout en dimension infinie, j'ai d'une part ces fameux systèmes que j'ai qualifiés de fondamentaux de type MFG, et d'autre part une équation de Bellman en dimension infinie. Le principe général, c'est que vous avez que U et la dérivée de phi par rapport à M. Donc ce que vous avez ici, c'est une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, ou d'Hamilton-Jacobi en fait, puisque c'est devenu un terme du premier ordre, en dimension infinie, et que formellement la structure du MFG qualifié de fondamental, en tout cas lorsque bêta égale à 0, c'est le système que l'on obtient en dérivant par rapport à M une équation d'Hamilton-Jacobi. Ah, alors donc il va falloir... il y aura plein de choses à comprendre. D'abord, il va falloir comprendre pourquoi ça c'est vrai. Ensuite, il faut même comprendre qu'est-ce que ça signifie, parce que ce n'est pas entièrement clair tout ce que ça signifie. Alors, oubliez ces équations très compliquées. Maintenant, on va essayer de redescendre sur Terre. Donc ça, c'est la première fois que je vous expose à cela. Ce n'est pas la dernière fois,
mais on va le revoir tranquillement. Alors, et déjà, essayons de comprendre une telle relation, parce que j'ai d'une part une fonction de x et de m, et de l'autre côté, j'ai une fonction de m. Qu'est-ce que ça veut dire défi sur dm? Déjà, le point de vue opératoire, c'est que si vous prenez d sur dt de u ou d sur d epsilon, on va faire la limite quand epsilon, on revient à la définition des dérivés, plus epsilon phi moins u de m divisé par epsilon. Normalement, si on travaille sur l'espace des mesures de proba, il faut prendre des phi de mesure nulle pour avoir une chance de préserver au moins la normalisation. Puis des m strictement positifs pour avoir une chance, en plus que ça soit compatible avec les mesures de proba. Mais on va un peu oublier les mesures de proba parce que ce n'est pas si fondamental que ça. Donc vous avez d'une part cet objet qui est la dérivée directionnelle, et c'est un grand phi que je veux mettre. Et grand phi, vous voyez, c'était une fonction qui va des mesures de proba dans R. Donc si vous faites ceci, ce que vous avez ici, c'est d phi sur dm dans la direction phi. Et lorsque j'écris d phi sur dm dans la direction phi, ce que je suis en train de... d phi sur dm est égal à u, ce que je suis en train de dire, c'est que ça fait l'intégrale de u de x de m fois phi de x dx. Voilà ce que signifie d phi sur dm égale à u. D'accord? Pensez, pour faire des choses simples, et souvent je me servirai de ça, pensez que les m sont dans L2 et identifiez L2 à son dual. Phi est une fonction qui va donc de L2 dans R. Donc, d phi sur dm en un point M c'est une forme linéaire sur L2. J'ai identifié L2 à lui-même. Une forme linéaire sur L2, c'est un élément de L2, c'est une fonction. Eh bien, cette égalité qui est au-dessus, c'est de dire que c'est ma fonction u de point et de m. C'est la dépendance en x. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vous avais d'une part dans u, si vous l'écrivez, vous voyez un petit changement de point de vue. Lorsque vous écrivez ce système, vous dites que u est une fonction de deux paquets de variables, des x et des m. Là, vous pensez que vous êtes en train de dériver une certaine fonctionnelle en un point m. Lorsque vous dérivez en un point m, vous récupérez une fonction de x. Et donc, effectivement, cette différentielle qui en chaque point m est une fonction de x, c'est une fonction de x et de m. C'est mon u. Donc, si vous voulez un point de vue opératoire, il est là. Et si vous voulez un point de vue un peu plus fonctionnel, pensez L2 et c'est ça. Et puis, ce n'est pas tout à fait ça. En vrai, ni l'un ni l'autre ne sont tout à fait ça. Alors, on aura plusieurs manières de jouer à ce jeu-là. On aura une manière dans l'espace des probas. On aura une manière de regarder ça avec l'interprétation fonction de variables aléatoires. Mais là encore, il va falloir comprendre ce que c'est les dérivés, qu'est-ce que ça fait. Et je vous dirai que lorsqu'il y a des dépendances en M, je n'ai pas encore tout compris comment j'arrivais à passer de L2, etc. Bon, donc, il y a plein de choses, mais c'est là, je sais que ça marche, mais je n'ai pas encore une vision parfaitement claire de cette question. Alors ça va avoir énormément de conséquences. Ça va avoir énormément de conséquences parce que les cas d'unicité, on a vu que c'était lié à des fonctions convexes. Si tout est convexe, grand phi va être convexe. Si grand phi est convexe, U va être un opérateur monotone. Et là, on va comprendre tout à coup pourquoi l'unicité a été faite comme ceci. On est en train de tester la monotonie.
Ça, c'est un des aspects, mais ça va permettre de comprendre aussi comment obtenir des estimations a priori en comprenant les régimes monotones dans ces équations-là. Donc bon, alors une chose après l'autre, il y a énormément de boulot, donc on va le prendre tout doucement. Pour l'instant, ce principe, je l'ai juste énoncé, je voulais en balancer en pleine poire, il n'y a pas d'autre terme. Et je voudrais prendre un petit exemple pour montrer des choses qui sont, c'est du Minfield Games, mais tellement trivialisé qu'on peut oublier complètement les MFG et penser que des équations d'Hamilton-Jacobi. Alors donc, illustration de ce principe dans un cas très très particulier qui est fondamentalement la distance de Wasserstein d'ordre 2 ou d'ordre quelconque, mais donc cas particulier qui va être une illustration de ceci. Alors, je vais faire tellement de simplifications qu'il n'y aura plus grand-chose. Hein. Alors, grosso modo, ce que je vais prendre, c'est pour L de x et de alpha, je vais prendre 1 demi de alpha 2. Je vais prendre grand F égale à 0. Et je vais prendre nu égale à 0. De sorte que les problèmes que vous avez ici, vous voyez que les problèmes que vous récupérez ici, c'est 1 demi de alpha carré m. Ça a disparu. Et ça, c'est typiquement les problèmes de contrôle optimal qui sont associés à la distance de Wasserstein. Alors, si on reprend le problème à n joueurs, on repart du démarrage. Le problème à n joueurs, comme il n'y a pas de dépendance en m, hein, le f de m a disparu, ça devient fondamentalement une équation, vous pouvez garder du m, mais ça n'a aucun sens, ça devient une équation d'Hamilton-Jacobi pure et dure. Et donc, l'équation de Hamilton-Jacobi que vous avez va être dun sur dt, plus, donc je simplifie un tout petit peu, la somme de i égale 1 à n de gradient xi un au carré. Et là, chacun des joueurs ne voit pas les autres, donc vous voyez bien qu'il y ait un seul planificateur ou n joueurs, c'est la même chose. Hein. Il ne dépend pas des autres. Ses coûts, ses préférences ne dépendent pas des autres. Donc, il y a équivalence de tout ce que vous voulez. Donc, je n'écris pas tous les détails, je me contente d'expliquer l'essentiel. Donc, une autre manière d'écrire les choses, si on fait du contrôle optimal et que l'on fait quelque chose comme ceci, c'est de dire que un au point x et t, c'est l'infimum de l'intégrale de 0 à t de 1 demi de, je suis à court de notation, gamma point carré ds avec, non, je vais faire x point carré, allez, gamma carré, avec x point égale gamma. Donc gamma est mon contrôle, je minimise la norme L2 du contrôle en temps, et je pars de x. OK ? Et comme coût final, j'ai... Donc là, à nouveau, j'ai changé le sens du temps. Un en t égale à 0 est égal à u bar. Donc attention, j'ai changé le sens du temps. Plus u bar de x de t.
Donc vous partez d'une condition initiale, okay, sur, qui est un grand X, qui est les positions de mes n joueurs. Hein. X, là, c'est dans RD puissance n. Bon. Bien. Je pense que là j'ai dit une bêtise sur... ici je pense qu'il faut que je prenne 1 sur n, c'est mon... Ici je vais écrire un bar, et que mon un bar c'est 1 sur n, somme de... oui c'est ça, c'est 1 sur n, somme de u bar de x. Correspond bien au fait que pour chacun des joueurs, j'ai U bar comme coût final. Je commence à fatiguer, moi aussi. Alors. Donc évidemment, ça c'est le principe de l'optique géométrique. Si vous fixez le point x bar de t et que vous dites que c'est un y, vous pouvez dire que ça c'est l'inf de y. Vous mettez ici un bar de y. Et ensuite, vous devez trouver le plus court chemin dans l'espace isotrope entre deux points. Ben, ça, c'est la ligne droite. Vous cherchez la meilleure vitesse et vous trouvez finalement, tout calcul fait. Il y a des n, donc normalement j'ai 1 sur n ici parce que des normalisations partout, et ce que vous trouvez, c'est 1 sur 2n, la norme euclidienne de x moins y carré. Ça, c'est simplement le plus court chemin d'un point à l'autre, c'est la ligne droite. Donc le meilleur gamma, la meilleure vitesse, c'est un gamma constant. Et puis après, vous ajustez la constante, et c'est pour ça que vous trouvez 1 sur 2nt. Bon. Ah, mais je dis des bêtises, c'est pas un U, ça c'est mon phi n. C'est mon potentiel, puisque ça c'est mon problème de contrôle optimal. Je suis confus, c'est phi n. Je ne sais plus si c'est phi n. Bon, enfin, rappelons phi n, on verra bien. Je craque. Moi, les exemples, je trouve toujours ça beaucoup plus compliqué que les théories générales. Donc, j'ai toujours un problème avec les exemples. On verra bien. Donc, ce petit phi, c'est ni un grand U, ni un grand phi. Donc, ça nous laisse quelques voies ouvertes. Ouais. Non, ça, c'est encore un petit peu autre chose. Bon, très bien. Donc, ça, c'est des choses que je vous avais déjà un peu racontées. Et vous voyez que lorsque j'écris quelque chose comme ceci, que suis-je en train de faire? Je suis en train de, comme toutes les fonctions sont symétriques, souvenez-vous, ça c'est des choses qu'on avait vues il y a longtemps, symétrie en x1, xn. Ok, donc je disais symétrie en x1, xn. Vous pouvez permuter l'ordre des variables, et donc ceci c'est aussi l'inf sur y de phi n bar de y plus 1 sur 2nt, l'inf sur toutes les permutations sigma dans Sn. Donc ce sont les permutations de l'ensemble discret qui va de 1 à n. Et ce que vous écrivez ici, c'est x moins y sigma au carré. Donc qu'est-ce que ça veut dire y sigma? C'est que si
Y sigma, c'est simplement Y de sigma de 1. Vous avez permuté les blocs de coordonnées grâce à la permutation sigma. Comme phi est symétrique, vous faites des permutations, ça ne change rien. Et là, ce que vous avez, c'est la distance de Wasserstein, ce sont des choses que vous avez déjà racontées, hein. C'est l'inf sur tous les Y. Et ce que vous récupérez ici, c'est le phi n bar de Y, plus 1 sur 2t, la distance de Wasserstein au carré, entre la mesure 1 sur n, somme de delta xi, et la mesure 1 sur n, somme de delta y. Bon. OK, donc ça c'est l'équation de Hamilton-Jacobi dont on comprend maintenant tout de suite la limite. C'est que la limite quand n tend vers l'infini de cette équation-là, ça vous donne une fonction sur l'espace des mesures qui est simplement donnée par phi de mt, qui est l'inf sur les m tilde. Alors, les phi n chapeau de y, ça devient simplement phi bar de m, et j'écrirai phi bar de m ce que c'est. Donc, le petit phi, c'est vraiment un cas particulier du grand phi. Et ici, ce que je vais récupérer, c'est 1 sur 2t, la distance de Wasserstein au carré, de m à m'. Donc, ce sont des choses que j'ai racontées il y a quelques années ici. Je ne vais pas entièrement reprendre tout cela. Hein. Alors, on avait écrit une équation pour phi. Et qu'est-ce que c'est phi bar de m? Donc, la moralité, c'est qu'on a donc cette formule pour phi et qu'on a une équation qui ressemble à dφ sur dt plus 1 demi. Alors, ça, c'est une sorte de norme de dφ sur dm au carré. Une sorte d'équation d'Hamilton-Jacobi. C'est une sorte d'équation d'Hamilton-Jacobi dans l'espace des mesures. Et ce que vous avez pour phi en t égale grand T, après il va falloir que je réexplique ce que c'est ça, hein. Phi en grand T, c'est phi bar de m. Et phi bar de m, c'est en fait, ici précisément donné, par l'intégrale de u bar de m. Donc c'est un polynôme de degré 1 dans ce cas-là. Bon. Alors, ça, ce que je prétends, c'est que c'est un cas particulier du style d'équation que l'on récupère pour le grand phi que j'ai écrit. Quelle est la relation? C'est que la distance de Wasserstein, vous avez également une caractérisation par contrôle optimal, et cette norme de dφ sur dm au carré est effectivement égale au sup sur tous les alpha de dφ sur dm dérivé dans la direction divergence de alpha m moins 1 demi de l'intégrale de alpha carré fois m. Donc là, il y a plein de choses. Hein. Ça, c'était typiquement l'exemple. C'est ce que je vous ai annoncé. Hein. Il n'y a plus nu égale à 0, il n'y a plus le grand F. Et ça, c'est exactement ce que l'on avait, le terme en sup, dans l'équation en phi de tout à l'heure. Donc, lorsque vous prenez
regardez l'équation en grand phi. Moi, j'ai plus de place sur le tableau, je l'ai effacé. Mais vous devez la voir. L'équation en grand phi, vous avez un moins dφ sur dt. Le terme en nu d'après, il n'y est plus. Le grand F qui est tout au bout, il n'y est plus. Et la seule chose qui reste entre les deux, c'est un sup sur alpha de dφ sur dm, divergence de alpha m. Et ce que l'on avait ici, c'était moins intégrale de m, l de alpha et de m. M, L de alpha. Et là, vous avez L de alpha égale 1,5 de alpha 2. Donc, c'est exactement l'équation en grand phi dans ce cas particulier, dans ce cas très particulier. Et en fait, ce que vous avez là, c'est la définition du gradient sur l'espace de Wasserstein qui prend cette expression un peu barbare. Donc, l'équation en grand phi, vous voyez que lorsque vous prenez un Hamiltonien quadratique, un Lagrangien quadratique, vous voyez que le terme qui paraissait méchant, puisque tous les autres termes sont des termes que l'on pense savoir manipuler, que le terme qui paraissait méchant, c'est en fait exactement celui que l'on obtient dans cette démonstration, dans cette construction. Donc il n'est pas si méchant que ça. Simplement, c'est l'expression de la taille d'un gradient dans l'espace de Wasserstein qui est un peu compliquée. Donc il va falloir un peu s'y faire et comprendre de quoi il s'agit. Alors, ça nous explique un tout petit peu l'équation en grand phi. Ça ne nous explique pas encore pourquoi le principe a une chance d'être vrai ou pas. Bon, alors ça c'est un peu plus compliqué à comprendre cela. Et je ne vais pas me lancer maintenant, je suis sûr que je rendrai la chose totalement incompréhensible. Je vais peut-être faire une deuxième remarque, une remarque dans un cas particulier. Qui va dans le sens qui est ici, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est que, imaginez que je regarde ce problème, je reviens à ce problème de minimisation que je pourrais écrire autrement, mais je vais le réécrire en demi de gamma 2 plus un certain U bar de x de t. Et donc j'oublie les n là-dedans, je fais des choses très très simples, x de 0 égale x. Donc j'écris, c'est ma remarque finale sur les équations de Hamilton-Jacobi, Bellman. Ici, rien que Hamilton-Jacobi, je sais d'où je pars exactement. Donc j'ai une fonction u de x et de t, et je sais que cette fonction, maintenant c'est bien un u, et je vais écrire un autre phi dans un petit instant. Eh bien, ce u-là, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie du sur dt plus 1,5 de gradient u carré égale à 0, avec u en t égale à 0 égale u bar. Bon. Ça, ce sont les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc là, x est fixé, n est fixé. Donc vous prenez un problème de contrôle déterministe, il pourrait être stochastique, là j'ai pris le plus simple que l'on puisse imaginer, et vous pouvez le réécrire comme je l'ai fait précédemment, en introduisant un point y ici, et en mettant 1 sur 2t de x moins y carré. Mais je le laisse sous cette forme parce que ce que je vais maintenant dire est général du point de vue contrôle optimal. Et ce n'est pas lié à l'exemple spécifique. Alors là, évidemment, on est en contrôle déterministe, donc ce que je vais dire paraîtra un peu bizarre, mais imaginez que vous soyez en contrôle stochastique. Avec un bruit qui est que je n'écris pas. Hein, je pense à le problème déterministe comme ceci. Vraiment, le bruit est très très faible. Au lieu de connaître avec certitude la position initiale, je vais me poser la question de comment j'écris le problème si je sais si ma condition initiale est aléatoire. D'accord? Si ma condition est aléatoire, elle ne dépend rien du tout, oméga par oméga, je vais choisir la meilleure solution. Et comme je m'intéresse à une espérance de coût, donc je prends maintenant x aléatoire de loi m, oméga par oméga, je fais le meilleur inf, et je prends un coût en espérance, et donc ça veut tout de suite dire que mon u, qui maintenant dépend de m et de t, puisque ma condition initiale, c'est m.
la loi suivant laquelle j'ai distribué mes conditions initiales. Dans ce cas particulier, bien, c'est simplement l'intégrale oméga par rapport à la loi m de ce que j'ai trouvé précédemment. Donc ça fait l'intégrale de m de x, u de x et de t. Ah, plus exactement, c'est un phi, ça. D'accord? Donc ça, c'est mon problème de coût, mais quand j'ai maintenant, pour ma condition initiale, une certaine loi de distribution. Dφ sur dm, c'est u. C'est linéaire, donc ça ne dépend plus de m, ça ne dépend plus que de x et de t. Il n'y a pas de Mansfield Games, là. Donc là, on commence à voir le principe. Il y a le U qui résout quelque chose. Il n'y a pas les autres joueurs, donc on a oublié, il y a plein de termes qui simplifient. On a les U qui résolvent leurs problèmes de contrôle optimal. Donc c'est toute la partie qui est là, hein, sur le U. Ça ne dépend pas de M parce que les autres joueurs, on ne les voit pas. Je remonte à un phi qui est une fonction maintenant sur la loi initiale. C'est l'intégrale de mu, et j'ai bien que dφ sur dm et u. Maintenant, que puis-je dire de ce phi-là? Eh bien, ce phi-là résout également une équation d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie. C'est bien vrai. C'est très simple dans ce cas particulier. Ce phi-là résout dφ sur dm, dφ sur dt, plus 1,5 de dφ sur dm. Toujours au sens précédent, égal à 0. Ça, c'est bien vrai. Donc, j'ai bien une équation sur U. Là, il n'y a pas de dépendance en M, donc elle se réduit à du sur dt plus 1,5 des gradients U carré égal à 0. J'ai changé le sens du temps. Ça, c'est mon équation sur le grand U qui ne dépend pas de M. L'équation, j'ai un phi qui est bien le potentiel de petit u. Et j'ai bien une équation sur le grand phi qui est l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman en dimension infinie, qui est 1,5 sur dφ sur dm au carré. Alors ça, pourquoi c'est vrai? Et donc, si je démontre ça, j'aurais démontré dans un cas très particulier le principe dont je parlais. Donc, je répète, vous avez un grand U qui ne dépend pas de M, c'est un cas très très particulier. Vous avez maintenant cette relation. Et pourquoi ai-je cette équation? Alors, il y a 36 manières de vérifier ça. Ce que j'ai fait précédemment s'applique, mais je peux aussi le voir directement. Parce que, de quoi s'agit-il? Dφ sur dt, c'est l'intégrale de m de du sur dt. Ça, c'est ça. Le dφ sur dm, cette norme, c'est l'intégrale de m de la dérivée. Et la dérivée, c'est quoi? C'est gradient x u carré. Quand vous calculez ce que fait dφ sur dm, vous trouvez ça. Je vais le vérifier dans un instant. Et donc, vous voyez que dans ce cas très particulier, l'équation que vous avez sur de Hamilton-Jacobi-Bellman, c'est simplement la moyenne par rapport à m. S'il n'y a que des polynômes de degré 1 qui jouent ici, c'est la moyenne par rapport à m de l'équation d'Hamilton-Jacobi. Alors ça, c'est ce qu'il y a derrière les distances de Wasserstein. C'est vraiment, tout ça, ça s'applique, mais c'est ultra simple. On va être malheureusement, il va falloir qu'on voit des objets un peu plus complexes. Les relations seront un peu plus complexes. Mais fondamentalement, cet exemple, en admettant que ce calcul-là soit vrai, alors je pourrais le voir par les variables aléatoires, mais je vais reprendre la grosse formule que l'on avait il y a un instant, on voit bien que effectivement tout est équivalent là-dedans. Ou bien j'écris cette équation, c'est mon équation en U, ou bien j'introduis le potentiel de U, qui est ce grand phi, et qui a sa propre équation, et on passe d'une équation à l'autre simplement en multipliant par m et en moyennant. Donc le principe, là, l'illustration modulo le fait que le dφ sur dm au carré soit égal à l'intégrale de m gradient u carré, le principe dans ce cas particulier, il est relativement clair. Alors ça, pourquoi c'est vrai? C'est quoi la définition de ce 1,5 de dφ sur dm au carré? On revient, c'est le sup de dφ sur dm. Dφ sur dm, c'est quoi? C'est u.
je dérive dans la direction divergence de alpha m, donc ça fait l'intégrale de u divergence, peu importe les signes, moins 1,5 de m alpha 2. C'était la dérivée directionnelle dans la direction divergence de alpha m. Ben, la dérivée directionnelle, c'est u, dans cette direction-là, c'est l'expression que j'ai. Donc ça, à des signes près, ça vous fait alpha m gradient u, en fait, avec un moins 1,5 de m alpha 2. Je vais mettre moins alpha ici, comme ça on voit bien que ça ne change rien. Et donc vous voyez très bien ce qu'il faut prendre. Il faut prendre alpha égale gradient u. Moins alpha égale gradient u. Bon, j'ai changé le sens du temps. Hein. Donc moins alpha égale gradient u. Si j'ai moins alpha et gradient u, j'ai ici m gradient u carré, moins 1,5 de m gradient u carré. Je récupère bien 1,5 de m gradient u carré. Donc vous voyez bien comment s'opèrent ces calculs-là. Le sup qui est ici, qui était l'expression barbare dont je vous ai dit, c'est bien le défi sur dm au carré. On constate que c'est bien effectivement cette expression, dans ce cas très particulier, d'un polynôme de degré 1. Et on retombe et on voit tous les différents points. Bon, alors on va laisser un peu reposer ça, hein, parce que là, à la fin du cours, il y a brutalement plein de choses qui sont apparues. Hein. C'est déjà, il y a les MFG en dimension infinie. Ensuite, il y a écrire une équation de Bellman en dimension infinie, de voir des rapports, et puis il y a cet exemple dont j'espère qu'il éclaire un tout petit peu, mais j'en suis pas clair, parce que j'en suis pas sûr, parce qu'il est possible qu'il complique encore un petit peu les choses. Mais bon, éventuellement, je reviendrai peut-être un tout petit peu sur cet exemple en allant doucement. Et puis surtout, on va reprendre tranquillement ces différentes opérations. Et on va faire ça de manière très opératoire, hein, en faisant des calculs rien qu'avec des dérivées directionnelles. Parce que dès qu'on sort des dérivées directionnelles, qu'on réfléchit en ces gradients sur l'espace de Wasserstein, le manque de calcul différentiel propre rend la chose quasiment incompréhensible. Il y aura le point de vue de passer par les variables aléatoires, qui est beaucoup plus simple pour les équations en phi, mais qu'on paye sur les équations en grand U, parce qu'il y a des gradients qui flottent. Enfin bon, ça c'est les différences entre les différentiels sur l'espace de proba. Et donc, il n'y a malheureusement pas de formulation qui soit facile. Mais en revanche, ça vaut le coup de s'accrocher un tout petit peu, parce que même si les formulations de ces problèmes sont un peu complexes sur le plan mathématique, ce que l'on verra, c'est une structure qui a une structure mathématique étonnante de ce système-là. Quand vous écrivez un système comme ceci, si vous pensez que tous les termes qui sont ici peuvent être pensés comme étant ce que l'on obtient pour la différentielle de la solution d'une équation d'Hamilton-Jacobi, en d'autres termes que c'est un système différentiel que l'on obtenant en différenciant une équation d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie, ça va donc avoir une structure abstraite extrêmement simple. C'est compliqué parce que c'est l'espace des mesures de proba, parce que les dérivées sont pénibles à prendre. C'est compliqué à ce niveau-là, mais si on va le rendre, si on regarde ça de manière un peu abstraite, on va se rendre compte que la structure est étonnamment simple et permettra d'aller très loin en termes d'existence de solutions, y compris de régularité. Mais ça, on va le voir tranquillement. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'on s'habitue à ce processus-là. Sur ce, donc, on fait une pause avant d'écouter l'orateur du séminaire qui vient d'arriver.